Elle exige le divorce, pensant qu'elle obtiendra la moitié de mes biens, mais quand son avocat a lu le contrat de mariage, elle a supplié pour une seconde chance. Je lui ai ri au nez et je lui ai dit de dégager. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est à quel point il est satisfaisant de voir le monde de quelqu'un s'effondrer lorsqu'il réalise qu'il a joué à un jeu où toutes les règles étaient truquées contre lui depuis le tout début. Ma femme a passé 5 ans à croire qu'elle avait épousé un millionnaire. Elle a planifié sa trahison dans les moindres détails, convaincue qu'elle repartirait avec la moitié de tout et disparaîtrait au coucher du soleil avec son amant. Elle n'avait aucune idée que la fortune sur laquelle elle comptait n'existait que dans son imagination et que j'orchestrais sa chute depuis le jour où elle a signé un contrat de mariage qu'elle n'a jamais pris la peine de lire. Certaines personnes se marient par amour, d'autres par argent. Mais quand on épouse un mensonge et qu'on essaie de voler ce qui n'a jamais été là, on découvre que la seule chose qui nous attend à la fin, c'est la dure et froide vérité sur qui on est vraiment. Je m'appelle Mike Lay. J'ai 34 ans et je suis chef de projet senior chez Property Development. Sur le papier, je gagne 85 000 $ par an, un salaire décent, mais rien d'extraordinaire. Ce que ma femme, Vanessa, ne sait pas, c'est que ma mère, Catherine, est propriétaire de l'entreprise, et que tout le luxe dont nous jouissons, tout le confort auquel elle s'est habituée, rien de tout cela ne m'appartient. Je me souviens de notre mariage, il y a 5 ans, comme si c'était hier. Vanessa avait 24 ans à l'époque, belle de cette manière naturelle qui faisait tourner les têtes quand elle entrait dans une pièce. Elle travaillait dans le marketing pour une petite entreprise du centre-ville, ambitieuse et vive d'esprit. J'étais prudemment optimiste quant à notre avenir ensemble. Avant la cérémonie, mon avocat lui a présenté un contrat de mariage, 50 pages de jargon juridique dense sur lequel ma mère avait insisté. J'ai regardé Vanessa parcourir ces pages, son doigt manucuré suivant des paragraphes sur le partage des biens et les droits de propriété. Elle a souri, a même ri, et a signé de son nom avec une fioriture en moins de 20 minutes. Elle n'a jamais posé de questions, n'a jamais consulté son propre avocat alors qu'elle avait 30 jours pour le faire. Elle ne s'est jamais demandé ce que ces clauses soigneusement rédigées signifiaient pour notre avenir. C'est là que je l'ai vue, le premier aperçu de qui elle était vraiment. Elle n'épousait pas Mike Lay, l'homme. Elle épousait le style de vie qu'elle pensait venir avec lui. Notre vie actuelle est un chef-d'œuvre d'illusion. Nous vivons dans une propriété de 750 mètres carrés avec des sols en marbre qui résonnent quand on marche dessus et une cuisine de chef que Vanessa n'a jamais utilisée pour autre chose que réchauffer des plats à emporter. Le garage pour 4 voitures abrite un Range Rover, une Mercedes, une Porsche et une Aston Martin de collection, chacune valant plus que la maison de la plupart des gens. Nous avons des abonnements à des country clubs, des virées shopping de luxe et des vacances somptueuses aux Maldives et à Monaco. Vanessa a quitté son travail dans le marketing 2 ans après notre mariage, prétextant vouloir mieux me soutenir à la maison. En réalité, elle passe ses journées à des cours de spinning avec des femmes qui mesurent leur valeur en marque de sac à main, à des brunchs qui durent 3 heures et n'aboutissent à rien, et à soigner son fil Instagram pour présenter une vie de luxe perpétuelle. Ses abonnés adorent ça, 15 000 personnes qui croient qu'elle vit un rêve. Mais voici la vérité qui ferait voler en éclats son monde parfait, rien de tout cela n'est à moi. La maison au 1247 Oakmont Drive. Le nom de Catherine est sur le titre de propriété. Les voitures dans notre garage sont toutes immatriculées au nom de ma mère. Même les meubles et canapés en cuir italien, les lustres en cristal, la salle à manger ancienne ont été choisis et achetés par Catherine. Mon salaire de 85 000 $ a été étiré jusqu'à la corde pour répondre aux attentes de Vanessa. Des sacs à main de créateurs qui coûtent 3 000 $ chacun. Des journées au spa qui coûtent 800 $ pour un seul après-midi. Des virées shopping hebdomadaires où elle dépense 2 000 $ pour des vêtements qu'elle ne portera qu'une fois. J'ai vécu d'un salaire à l'autre, empruntant occasionnellement à ma mère lorsque l'illusion devenait trop chère à maintenir. Pendant ce temps, Vanessa croit que nous valons des millions. Elle n'a jamais vu nos vrais relevés bancaires. N'a jamais demandé d'où venait l'argent. Ne s'en est jamais assez souciée pour demander. J'aurais pu lui dire la vérité à tout moment. J'aurais pu m'asseoir avec elle et lui expliquer que la vie qu'elle aime est construite sur la générosité de ma mère, pas sur mon succès. Mais je voulais voir qui elle était vraiment. Je lui ai donné 5 ans pour poser des questions, pour s'intéresser à moi plutôt qu'à ceux qui m'entouraient, pour aimer l'homme plutôt que le manoir. Elle ne l'a jamais fait. Dernièrement, les choses ont changé d'une manière qui me donne la chair de poule. Vanessa est devenue froide, distante d'une manière qui semble calculée.
Elle se plaint que notre ville est ennuyeuse, que nos amis sont indignes d'elle. Elle est toujours sur son téléphone maintenant, souriant à des SMS. Elle se détourne de moi quand j'entre dans la pièce. Elle s'habille pour faire des courses et revient des heures plus tard les mains vides, son rouge à lèvres disparu et ses cheveux légèrement en désordre d'une manière que le maquillage ne peut pas tout à fait corriger. Je ne la confronte pas. Pas encore. J'observe. J'attends. Je catalogue chaque mensonge, chaque excuse, chaque moment où elle pense que je suis trop stupide pour remarquer. L'avantage d'être sous-estimé, c'est que cela vous donne un pouvoir incroyable. Pendant qu'elle se croit maligne, moi, je planifie. Il y a 3 soirs, au dîner, son téléphone a vibré constamment contre la table en marbre. Elle s'est excusée rapidement, prétendant que c'était son entraîneur qui confirmait la session du lendemain. Mais j'ai aperçu le nom du contact avant qu'elle ne saisisse l'appareil, DS. Pas le nom de son entraîneur, personne que je reconnaisse. Mon soupçon s'est cristallisé en une certitude froide et dure à ce moment-là. Elle a une liaison. Elle a joué à la petite maison avec l'argent de ma mère tout en planifiant sa stratégie de sortie avec un autre homme. Elle pense qu'elle va prendre la moitié de tout et s'enfuir au coucher du soleil avec son amant, me laissant briser les mains vides. Elle n'a aucune idée que j'ai 10 longueurs d'avance depuis le jour de notre rencontre. Et quand elle demandera enfin le divorce, je lui donnerai exactement ce qu'elle mérite. Il y a une douleur spécifique qui vient en regardant quelqu'un que vous aimez cesser de faire semblant de vous aimer en retour. C'est comme regarder un film de votre propre vie où l'autre personne a oublié qu'elle était censée jouer un rôle. Au cours des 6 derniers mois, la transformation de Vanessa a été progressive mais indubitable. Avant, elle faisait au moins semblant de s'intéresser à ma journée, posant des questions sur les projets au travail ou hochant la tête quand je parlais des plans pour le week-end. Maintenant, elle lève à peine les yeux de son téléphone pendant le dîner. Ses réponses se réduisent à des MMS distraits et des « c'est bien, chérie ». Les signes se sont accumulés comme des preuves dans une affaire que je n'ai jamais voulu construire. Elle a commencé à porter un nouveau parfum il y a 3 mois, cher et musqué, rien à voir avec le parfum floral léger que je lui avais acheté pour notre anniversaire. Quand je l'ai complimenté, elle a prétendu que c'était quelque chose qu'elle avait acheté au centre commercial, répondant avec dédain. Mais je n'ai jamais vu de reçu, jamais vu le flacon. C'est le genre de parfum qu'un homme choisirait pour une femme, lourde d'intention. Son obsession pour le fitness a commencé à peu près à la même époque. Pas les visites occasionnelles à la salle de sport qu'elle faisait avant, mais un dévouement intense, presque maniaque, à son apparence. Elle s'entraîne 2 fois par jour maintenant, cours de spinning le matin et séance d'entraînement personnel le soir qui semble la dynamiser d'une manière que je n'ai pas vue depuis des années. Mais il ne s'agit pas de santé ou de bien-être. Il s'agit du regard de quelqu'un d'autre, de l'approbation de quelqu'un d'autre. La façon dont elle se regarde dans chaque reflet, la nouvelle lingerie que j'aperçois dans le linge, la façon dont elle rentre son ventre même quand elle pense que personne ne la regarde, tout est pour lui. Ses courses sont devenues plus longues et plus fréquentes. Ce qui était autrefois des allers-retours rapides à l'épicerie ou au pressing s'étire maintenant en disparition de 3 ou 4 heures. Elle rentre à la maison, le visage rouge, son maquillage refait mais pas tout à fait parfait, ses cheveux légèrement en désordre bien qu'elle prétende avoir passé l'après-midi à faire du shopping. Le sac de courses qu'elle ramène ne correspond jamais au temps qu'elle a passé dehors. 2 heures au centre commercial pour une seule bougie. 4 heures à faire des courses rapides sans rien ramener d'autre que les mains vides et la culpabilité dans les yeux. Le point de rupture est survenu il y a 3 semaines, un mardi soir. J'étais dans la cuisine en train de faire du café quand son téléphone a vibré sur le comptoir à côté de moi. L'écran s'est allumé avec un SMS de DS, je n'arrête pas de penser à cet après-midi. Tu es incroyable. J'ai fixé ces mots, sentant quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Avant que je puisse traiter ce que je voyais, Vanessa est apparue dans l'encadrement de la porte, son visage passant d'un air décontracté à un air défensif en un instant. Ne touche pas à mon téléphone, Michael, lança-t-elle, sa voix sèche et possessive. C'est privé. J'ai levé les mains en signe de fausse reddition. Désolé, il était juste là quand il a vibré. Je ne fouinais pas, répondis-je calmement. Elle a arraché l'appareil, le serrant contre sa poitrine comme un secret. Ne le fais pas, c'est tout. D'accord, dit-elle, son ton n'admettant aucune discussion. Je me suis excusé à nouveau, gardant ma voix égale et compréhensive. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est durci en une résolution cristalline.
Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait avec son téléphone serré dans sa main, même en rêve, j'ai commencé ma discrète enquête. Les relevés téléphoniques étaient assez faciles d'accès. Nous partagions un forfait familial, et j'étais le titulaire principal du compte. Des dizaines d'appels vers le même numéro inconnu au cours des 3 derniers mois. Des conversations durant 20, 30, parfois 40 minutes. Des SMS envoyés et reçus à toute heure, y compris à des moments où elle était censée dormir à côté de moi. Le tracker GPS a été une décision plus difficile. Je l'ai installé sur son Range Rover un soir alors qu'elle était à son club de lecture, une réunion à laquelle, selon son amie Amanda, elle n'avait pas assisté depuis des semaines. L'appareil était petit, magnétique et légalement défendable puisque le véhicule était immatriculé au nom de l'entreprise de ma mère, et non à Vanessa personnellement. En une semaine, j'avais cartographié ses habitudes. 2 fois par semaine, elle se rendait dans le même complexe d'appartements de luxe de l'autre côté de la ville, y restant de 2 à 3 heures à chaque visite. Le timing était toujours précis, jamais pendant ma pause déjeuner, jamais quand je pourrais rentrer tôt, jamais quand elle ne pouvait pas justifier ses allées et venues avec une excuse plausible. J'ai engagé un détective privé nommé Thomas Crane, un ancien détective de police aux yeux fatigués et à la réputation de discrétion. Je l'ai trouvé par l'intermédiaire d'un ami avocat qui avait utilisé ses services dans une affaire de garde compliquée. Thomas était cher mais minutieux, le genre d'homme qui comprenait que certains mariages meurent dans l'ombre et qu'il fallait quelqu'un pour documenter cette mort. En une semaine, Thomas a livré ce que je savais déjà mais que j'avais besoin de prouver. Des photographies. Vanessa entrant dans l'immeuble d'appartement de luxe au 2247 Riverside Drive. Un homme grand et beau l'accueillant à la porte, sa main déjà en train de se poser sur sa taille. Des étreintes intimes dans l'embrasure de la porte qui duraient trop longtemps pour être amicales. Son départ des heures plus tard, les vêtements en désordre et une fatigue satisfaite lisible sur son visage. L'homme s'appelait Derek Sutton, 37 ans, un investisseur immobilier à la réputation tape à accent graveleuil et au goût de luxe. Il conduisait une Maserati noire, vivait dans le Penthouse et, selon les recherches de Thomas, avait l'habitude de cibler les femmes mariées avec des maris riches. Ses réseaux sociaux étaient soigneusement organisés pour mettre en valeur le luxe, dégustation de vin à Napa, séjour au ski à Aspen, dîner dans des restaurants où les entrées coûtaient plus cher que les courses hebdomadaires de certaines personnes. Thomas a également fourni quelque chose de plus précieux que des photographies, des conversations enregistrées. Avec la permission de Vanessa, Derek avait fait des promesses. Promesses d'une vie meilleure, de vacances en Europe, d'un Penthouse en centre-ville, de liberté par rapport à une existence de banlieue ennuyeuse. Mais l'enregistrement le plus accablant était la voix de Derek décrivant ses recherches sur ma situation financière, son excitation à l'idée de ce que Vanessa vaudrait après notre divorce. Elle pense qu'il est plein aux as, crépitait la voix de Derek à travers le petit haut-parleur lors de notre réunion. Promotion immobilière, grande maison, voiture de luxe. Elle repartira avec des millions. On pourrait acheter cette maison à Barcelone. Peut-être un yacht. Ils planifiaient tous les deux un avenir financé par de l'argent qui n'existait pas. J'ai rencontré mon avocat, Richard Moss, le lundi suivant. Richard était d'abord l'avocat de ma mère, un homme tiré à 4 épingles avec des yeux froids et la réputation d'anéantir la partie adverse. Son bureau n'était que bois sombre et cuir, le genre d'endroit où les mauvaises nouvelles étaient livrées avec un scotch cher et aucune sympathie. Richard a examiné le contrat de mariage avec l'enthousiasme d'un maître d'échecs étudiant une position gagnante. Elle a renoncé à tout, dit-il en passant son doigt sur les clauses pertinentes. Communauté de biens, pension alimentaire, partage des biens, elle a renoncé à tout. Elle n'obtient que ce que vous choisissez de lui donner, et légalement, cela peut être aussi peu que $500. J'ai hoché la tête lentement, sentant les pièces du puzzle s'emboîter. Je veux que ce soit blindé. Pas de faille, pas de sympathie d'un juge, lui dis-je fermement. Ce le sera, m'a assuré Richard. Mais Michael, vous devez savoir que ce genre de règlement la détruira financièrement, socialement, complètement. Êtes-vous prêt pour cela, demanda-t-il, sont-on sérieux? J'ai pensé aux SMS, aux mensonges, à la façon dont elle me regardait maintenant, comme si j'étais un obstacle à surmonter plutôt qu'une personne à aimer. Elle a fait son choix. Maintenant, elle vivra avec les conséquences, répondis-je sans hésitation. Mais je ne me suis pas arrêté là. Ce soir-là, j'ai passé un appel à un vieil ami, Dylan Murphy. Nous avions servi ensemble brièvement dans l'armée avant que Dylan ne passe dans le secteur privé, gérant des problèmes pour des gens qui pouvaient se permettre la discrétion.
Dylan me devait une faveur depuis des années, quelque chose impliquant une situation qui aurait pu ruiner sa vie. J'avais gardé ce secret, ne demandant jamais rien en retour jusqu'à maintenant. Je n'ai pas donné de détails à Dylan au téléphone, je lui ai juste dit de se tenir prêt, que j'aurais peut-être besoin d'aide pour un problème qui nécessitait une solution permanente. Je serai prêt, répondit-il simplement, sa voix stable lorsqu'il accepta, sans poser de questions. Certaines dettes sont plus profondes que l'argent. Cette nuit-là, je suis resté éveillé pendant que Vanessa dormait à côté de moi, son téléphone serré dans sa main, même dans l'inconscience. Je ne sentais qu'une clarté froide s'installer dans mes os. Elle m'a épousé pour ce qu'elle pensait que j'avais. Elle prévoyait de me quitter pour ce qu'elle pensait pouvoir prendre. Et quand elle ferait enfin son mouvement, je lui tendrais une boîte vide et regarderais son monde parfait s'effondrer en rien. J'ai reçu le rapport final de Thomas le lendemain matin. Derek avait fait des recherches sur moi en ligne, essayant d'estimer ma valeur nette en fonction de notre style de vie et de l'entreprise de ma mère. Sa meilleure estimation me situait entre 10 et 15 millions de dollars. Derek et Vanessa planifiaient tous deux leur avenir doré sur une fondation qui n'existait que dans leurs imaginations avides. Je me suis murmuré en supprimant l'email, ils vont tous les deux avoir le choc de leur vie. Le moment est finalement arrivé un mardi soir début octobre. Je suis rentré du travail pour trouver Vanessa qui attendait dans le salon, telle une accusée prête à rendre son verdict. Elle était impeccablement habillée, coiffure professionnelle, maquillage parfait, portant la robe de cocktail noire que je lui avais achetée pour notre 3e anniversaire. L'ironie qu'elle utilise mon cadeau comme armure pour sa trahison ne m'a pas échappé. Il faut qu'on parle, dit-elle, et j'ai immédiatement reconnu le ton, répété, confiant, définitif. J'ai posé ma mallette lentement, maintenant délibérément le calme que j'avais perfectionné au fil des mois de préparation. Je t'écoute, répondis-je d'un ton égal. Vanessa n'a pas tourné autour du pot avec des excuses ou des explications douces. Elle a porté son coup avec une précision chirurgicale. Je ne suis plus heureuse, Michael. Je ne le suis plus depuis un moment, annonça-t-elle, croisant les bras sur la défensive, enhardie par ce qu'elle croyait être sa position de force. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui m'excite vraiment, quelqu'un qui me fait me sentir à nouveau vivante. J'ai gardé une expression neutre, presque curieuse, comme si elle décrivait la météo plutôt que de faire exploser notre mariage. Qui est-ce, ai-je simplement demandé. Il s'appelle Derek Sutton, répondit-elle comme un défi, observant mon visage à la recherche de fissures dans mon sang-froid. C'est un investisseur immobilier. Vraiment prospère. Il ne se contente pas de profiter du nom de sa famille. L'insulte était intentionnelle, conçue pour blesser, pour me faire réagir avec colère ou douleur. Au lieu de cela, je l'ai absorbé sans broncher. Depuis combien de temps, m'enquis-je calmement. 3 mois, répondit-elle presque fièrement, comme si elle avait accompli quelque chose de remarquable. Nous nous sommes rencontrés au country club. Il m'a courtisé, Michael. Il m'a fait sentir désiré, quelque chose que tu n'as pas fait depuis des années. L'accusation flottait dans l'air entre nous, une autre attaque soigneusement ciblée. Mais j'avais dépassé les sentiments blessés depuis des mois. Et qu'est-ce que tu attends de moi, demandai-je directement. Vanessa a fait glisser une carte de visite sur la table basse avec l'assurance de quelqu'un qui détient une quinte flush royale. Un divorce. Mon avocate a déjà préparé les papiers. Je veux que ce soit fait rapidement et équitablement. 50-50e. Je pense que c'est plus que raisonnable, considérant que j'ai abandonné ma carrière pour toi, déclara-t-elle d'un ton détaché. J'ai pris la carte Janet Pierce, avocate en droit de la famille, et je l'ai étudiée comme si j'envisageais sérieusement sa proposition. Le plastique semblait léger dans mes doigts, sans poids comparé aux documents juridiques que Richard Moss avait préparés pour ce moment précis. Puis j'ai fait quelque chose qui l'a clairement surprise. J'ai hoché la tête en signe d'acceptation apparente. Si c'est ce que tu veux, je ne me battrai pas, dis-je calmement. Vanessa cligna des yeux, sa confiance vacillant un instant. Elle s'attendait à de la colère, des supplications, des tentatives désespérées pour sauver notre mariage. Mon accord calme ne faisait pas partie de son scénario. Vraiment, demanda-t-elle, l'incertitude se glissant dans sa voix. Vraiment, confirmai-je, me levant et me dirigeant vers le bar pour me servir un verre. La carafe en cristal captait la lumière pendant que je versais 2 doigts de whisky, mes mouvements lents et contrôlés. Mais j'ai besoin d'une chose de ta part d'abord. Quoi, demanda-t-elle, le seul mot portant une pointe de lassitude.
dis-moi tout sur Derek. Où il travaille, où il vit, comment vous vous êtes rencontrés. Si tu me quittes pour lui, je veux savoir qui il est, expliquai-je raisonnablement. Vanessa, enhardie par ma coopération apparente et désireuse de justifier ses choix, m'a tout raconté. L'information a jailli d'elle comme une confession qu'elle attendait de faire depuis des mois. Derek vit au Riverside Towers, appartement 2407. Il conduit une Maserati noire qui fait tourner les têtes quand il arrive au country club. Il travaille à son compte, achetant et revendant des propriétés de luxe avec l'argent hérité de l'entreprise de transport de son grand-père, commença-t-elle avec enthousiasme. Elle décrivit leur première rencontre en détail. Comment il l'avait approché pendant le déjeuner au club alors que j'étais au travail. Comme il avait été charmant et audacieux. Il a complimenté ma robe, m'a offert du champagne, m'a fait rire comme tu ne le fais plus jamais, continua-t-elle, sa voix devenant plus animée. Il m'a promis un pantouse en centre-ville avec des baies vitrées, des voyages à Paris et à Barcelone, une vie d'excitation et de passion que je mérite. J'ai écouté attentivement, mémorisant chaque détail tout en maintenant mon masque d'acceptation résigné. L'adresse, la description du véhicule, ses habitudes professionnelles, ses promesses, tout ce qui compterait le moment venu d'agir. Merci d'avoir été honnête, dis-je quand elle eut fini. Je demanderai à mon avocat de contacter la tienne demain. Vanessa parut soulagée, presque compatissante. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te convient mieux, Michael. Quelqu'un qui n'a pas autant de besoins que moi, répondit-elle avec une cruauté désinvolte. La déclaration, réduisant notre mariage de 5 ans à une simple inadéquation des besoins, aurait dû me blesser. Au lieu de cela, elle a confirmé tout ce que j'avais soupçonné sur qui elle était vraiment sous la belle surface. Après qu'elle eut quitté la pièce, je suis resté assis en silence pendant exactement 10 minutes, finissant mon whisky et regardant le soleil se coucher à travers nos baies vitrées. Puis j'ai passé 2 appels téléphoniques qui allaient tout changer. Le premier était pour Richard Moss. Elle vient de demander le divorce. Partage à 50-50e. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend, l'informai-je. Le petit rire de Richard est parvenu à travers la ligne, le son d'un prédateur sentant le sang. Ça va être magnifique, Michael. Absolument magnifique, répondit-il avec satisfaction. Le deuxième appel était pour Dylan Murphy. Ma voix était froide, dépourvue d'émotion alors que je fournissais l'adresse de Derek, la description de son véhicule, ses habitudes. J'ai besoin de cette faveur ce soir, déclarai-je simplement. Dylan n'a pas posé de questions. Il n'en posait jamais. Le faire disparaître, demanda-t-il pour clarification. Propre. Sans trace, sans lien, confirmai-je. Considère que c'est fait, répondit-il, et la ligne se coupa. Je me suis assis seul dans la maison qui n'avait jamais été la mienne, pensant à la justice et aux conséquences et aux choses que les gens font quand ils croient pouvoir prendre tout ce qu'ils veulent des autres. En me préparant pour la nuit, j'ai regardé la photo de Derek sur mon téléphone, tirée de sa présence soigneusement entretenue sur les réseaux sociaux, et j'ai murmuré des mots qui ressemblaient à une prière, « Tu as choisi la femme du mauvais homme ». 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Vanessa avait demandé le divorce, et j'avais été un modèle de coopération. J'ai signé les documents préliminaires sans discuter, accepté les calendriers de médiation et n'ai montré aucune résistance à ses exigences. Vanessa a interprété ma docilité comme de la faiblesse, peut-être même de la culpabilité. Elle se promenait dans la maison avec l'assurance de quelqu'un qui croyait avoir déjà gagné. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Derek Sutton n'avait pas répondu à ses SMS depuis 6 jours. La réunion de règlement a eu lieu un jeudi matin gris dans le bureau de Richard Moss en centre-ville. La salle de conférence était toute en verre et en chrome, conçue pour intimider avec un éclairage fluorescent cru qui donnait à tout le monde un air pâle et vulnérable. La vue donnait sur la ville depuis le 20e étage, un rappel de la hauteur d'où l'on peut tomber. Vanessa est arrivée avec son avocate, Janet Pierce, une femme dans la cinquantaine qui portait l'ambition comme un parfum de luxe. La réputation de Janet la précédait, agressive, chère, et douée pour obtenir des règlements maximaux de maris infidèles. Vanessa était habillée pour la victoire, un tailleur Chanel qui coûtait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens, des talons Louboutin qui claquaient sur le sol en marbre comme un compte à rebours, une montre Cartier qui captait la lumière à chaque mouvement de son poignet. Elle ressemblait à quelqu'un sur le point de toucher une fortune. Je suis arrivé avec Richard, qui ne portait qu'un mince dossier en manille. Le contraste était délibéré, son équipe chargée de documents et d'exigences, la mienne épurée et confiante.
Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à la table de conférence polie, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai regardé Vanessa droit dans les yeux. Le contact n'a duré que quelques secondes avant qu'elle ne détourne le regard, sentant peut-être que quelque chose avait changé. Janet a commencé avec l'assurance de quelqu'un qui avait joué ce jeu une centaine de fois. Messieurs, rendons cela simple et à l'amiable. Madame a droit à 50% de tous les biens matrimoniaux en vertu de la loi de l'État. La maison, les véhicules, les comptes bancaires joints, les portefeuilles d'investissement, les fonds de retraite. Nous avons effectué une évaluation préliminaire estimant la succession à environ 8 millions de dollars, ce qui donnerait droit à Madame à 4 millions de dollars dans le règlement, annonça-t-elle avec une autorité professionnelle. Vanessa a même souri, une petite expression satisfaite qui disait tout sur ce qu'elle pensait qu'il allait se passer. 4 millions de dollars lui achèteraient son pantouse avec Derek, financerait leurs aventures européennes et assurerait le style de vie qu'elle croyait mériter. Richard Moss n'a même pas scié. Il a ouvert le dossier en manie avec la lenteur délibérée d'un magicien révélant son dernier tour. Je crains qu'il n'y ait eu un malentendu fondamental sur la situation financière de mon client, déclara-t-il calmement. Janet se pencha en avant, sa confiance vacillant. Pardon, demanda-t-elle sèchement. Monsieur possède exactement un bien qui a été acquis pendant le mariage, continua Richard, faisant glisser un seul document sur la table polie comme s'il servait une sentence de mort. Un cabanon de stockage situé sur une propriété rurale à environ 65 km de la ville. Valeur estimée actuelle, 800 dollars. Le silence qui suivit fut absolu. Le visage de Vanessa se vida de toutes couleurs, comme si on avait tiré une prise. Quoi, murmura-t-elle, l'incrédulité évidente dans sa voix. Richard a produit document après document, les étalant comme des preuves sur une scène de crime. Chaque papier était un clou dans le cercueil des suppositions de Vanessa. La maison au 1247 Oakmont Drive, propriété de Catherine Hay, achetée en 1987, jamais transférée à son fils. Les véhicules Range Rover, Mercedes, Porsche, Aston Martin, tous immatriculés au nom de Catherine et sous sa flotte d'entreprise. L'abonnement au Country Club est détenu sous le compte d'entreprise de Catherine Hay, avec Michael est listé comme invité autorisé, récita-t-il méthodiquement. C'est impossible, protesta Vanessa, mais sa voix se brisa comme de la glace fine. Compte d'investissement, compte d'épargne, même les meubles de votre domicile conjugal, Catherine en est la titulaire ou propriétaire principale. M. Elle n'est qu'un bénéficiaire désigné sans droit de retrait du vivant de sa mère, continua Richard, sa voix clinique et méthodique, détruisant son monde un fait après l'autre. Vanessa se leva brusquement, sa chaise raclant violemment contre le sol. Tu m'as menti, m'accusa-t-elle en pointant un doigt tremblant vers moi. Je pris la parole pour la première fois depuis mon entrée dans la pièce, ma voix glaciale et stable. Je n'ai jamais menti. Tu n'as jamais demandé. Tu as supposé, répondis-je de manière factuelle. C'est de la fraude, intervint Janet désespérément, mais même elle pouvait entendre la faiblesse dans sa propre voix. Richard tapota le contrat de mariage avec un doigt parfaitement manucuré. Votre cliente a signé ce document après avoir eu 30 jours pour l'examiner avec un conseil indépendant. Section 7, paragraphe 3 stipule clairement, chaque partie renonce à toute réclamation sur les biens qui ne sont pas titrés conjointement ou explicitement désignés comme biens matrimoniaux. Elle a choisi de ne pas le lire. Elle a choisi de ne pas consulter un avocat. Ce n'est pas de la fraude. C'est de la négligence, expliqua-t-il avec une précision juridique. Monsieur est employé par l'entreprise de sa mère pour un salaire de 85 000 dollars par an, continua Richard sans relâche. La quasi-totalité de ses revenus au cours des 5 dernières années a été dépensée pour maintenir le style de vie que Madame exigeait, vêtements de créateur, abonnement à des spas, vacances, dîner dans des établissements bien au-dessus de ses moyens. Il a environ 4 200 dollars d'économie personnelle. Les mains de Vanessa tremblaient violemment maintenant, son masque parfait se brisant comme du verre. Michael, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Je ne veux plus du divorce. On peut arranger ça. Je vais changer. Je serai meilleur. S'il te plaît, supplia-t-elle, le désespoir remplaçant sa confiance antérieure. Le désespoir dans sa voix aurait pu m'émouvoir autrefois. Maintenant, il sonnait juste pathétique. Non, dis-je simplement, le mot final est absolu. Tu m'as montré exactement qui tu es, Vanessa. Tu ne m'as pas épousé moi. Tu as épousé ce que tu pensais que j'avais.
Dès que tu as cru que tu pouvais prendre la moitié et t'enfuir avec Derek, tu l'as fait. À la mention du nom de Derek, quelque chose vacilla sur le visage de Vanessa, confusion, inquiétude, une ombre de peur. Derek va. Il va m'aider. Il va, balbutia-t-elle, cherchant un soutien qui n'était pas là. Derek est parti, interrompis-je doucement, regardant son visage s'effondrer. Tu n'as pas remarqué? Il n'a pas répondu à tes appels depuis presque une semaine. Vanessa sortit frénétiquement son téléphone, faisant défiler les messages sans réponse avec un désespoir croissant. SMS après SMS envoyés dans le vide. Des appels qui tombaient directement sur la messagerie vocale. Son visage devint blanc alors qu'elle réalisait ce que je savais déjà. Richard continua avec une précision clinique. Conformément à la loi de l'État et au contrat de mariage, nous offrons à madame et $500, le minimum légal requis pour valider le règlement du divorce, plus les effets personnels qu'elle a apportés dans le mariage avant 2019. C'est l'offre finale, annonça-t-il définitivement. Vous ne pouvez pas, commença Janet, mais Richard la coupa avec l'efficacité d'une lame. Nous le pouvons, et nous le ferons. Si madame est choisie de contester cela au tribunal, nous présenterons des preuves de son adultère, de son irresponsabilité financière, et de son absence totale de contribution à tout bien matrimonial. Ce sera coûteux, public, et elle perdra. Le contrat de mariage est en béton armé, déclara-t-il avec une certitude absolue. Vanessa s'effondra dans sa chaise, sanglotant avec le son brisé de quelqu'un dont le monde venait d'imploser. Espèce de salaud. Tu as planifié ça. Tu as tout planifié, accusa-t-elle à travers ses larmes. Je me suis levé, boutonnant ma veste de costume avec un soin délibéré. Non, Vanessa, c'est toi qui as planifié ça quand tu m'as épousé pour l'argent au lieu de l'amour. Je me suis juste assuré que tu échoues, répondis-je froidement. Comment peux-tu être si cruel, suffoqua-t-elle entre deux sanglots. Je l'ai regardée, cette femme que j'avais autrefois aimée, maintenant réduite aux larmes, au désespoir et à la laide vérité. J'ai appris du meilleur professeur, toi, répondis-je sans émotion. En me dirigeant vers la porte, j'ai vu la notification d'alerte info sur mon téléphone, l'investisseur immobilier local d'Eric Sutton porté disparu par sa famille. Je l'ai supprimé sans lire plus loin, mon expression ne changeant jamais. Derrière moi, les sanglots de Vanessa résonnaient contre les murs de verre, le son des rêves qui meurent et des conséquences qui arrivent pile à l'heure. Le divorce fut finalisé en un temps record, 17 jours entre le dépôt de la demande et le jugement. Vanessa reçut exactement $500 et les quelques biens qu'elle put prouver lui appartenir avant notre mariage, quelques vêtements de son ancien appartement, quelques bijoux fantaisie de l'université, des photos de son enfance qui semblaient soudain des reliques de la vie de quelqu'un d'autre. Tout le reste est resté. Je l'ai regardé faire 2 valises dans la chambre principale par un froid matin de novembre, ses mains tremblant alors qu'elle pliait des vêtements qui coûtaient plus cher que la voiture de certaines personnes. Elle n'arrêtait pas d'essayer de me parler, de s'excuser, de négocier. J'ai répondu par un silence qui semblait plus lourd que des mots. Quand elle fut enfin prête à partir, traînant ses valises à travers le hall en marbre qui n'avait jamais vraiment été le sien, elle se retourna une dernière fois à la porte. « Où suis-je censé aller » demanda-t-elle, la question sortant brisée, à peine un murmure. « Ce n'est plus mon problème » répondis-je et je fermai la porte sur 5 ans de mariage et de mensonges. Vanessa a d'abord essayé d'aller chez ses parents, se présentant à leur modeste maison de banlieue avec ses bagages de luxe et son visage strié de larmes. Son père, Robert, un homme sévère qui avait travaillé dans la construction pendant 30 ans, lui jeta un regard et secoua la tête. Il n'avait jamais approuvé qu'elle quitte son travail pour jouer à la femme au foyer. Il n'avait jamais aimé la façon dont elle avait changé après s'être mariée avec ce qu'elle pensait être de l'argent. « Tu pensais avoir épousé un millionnaire pour pouvoir divorcer et prendre la moitié » dit Robert depuis le seuil, sans l'inviter à entrer. « Ce n'est pas de l'amour, Vanessa. C'est de la cupidité. Tu as fait ton lit avec tes choix. Maintenant, tu vas te coucher dedans, conclut-il fermement. Sa mère, Margaret, habituellement la parente la plus sympathique, se tenait silencieuse à côté de lui. Même elle ne trouvait pas de mots pour défendre ce que Vanessa avait fait. La porte se referma avec une finalité qui résonna dans le quartier. Vanessa a trouvé refuge temporairement chez Amanda, son ancienne amie du country club, mais l'arrangement a duré exactement 3 jours. La nouvelle s'était répandue dans leur cercle social avec l'efficacité vicieuse d'un feu de forêt par les avocats, par les réseaux de commérage, par les cruelles campagnes de rumeurs des riches.
Tout le monde savait que Vanessa avait tenté de divorcer de son mari pour des millions et était repartie avec $500. L'humiliation était absolue, publique et permanente. Amanda lui a demandé de partir un samedi matin, sa voix désolée mais ferme. Les gens parlent, Vanessa. Cela affecte ma réputation. Les associés de mon mari posent des questions. Je ne peux pas avoir ce genre de scandale attaché à ma famille, expliqua-t-elle avec gêne. Le country club a révoqué ses privilèges d'inviter immédiatement une lettre type livrée par courrier recommandé expliquant que son adhésion dépendait de son mariage avec un membre de la famille. Ses anciennes amies, des femmes avec qui elle avait brinché, voyagé et partagé des secrets, ont bloqué son numéro avec une précision chirurgicale. Elle ne pouvait pas risquer d'être associée à quelqu'un qui était devenu une histoire édifiante. Ses abonnés Instagram, autrefois 15 000 personnes qui enviaient sa vie apparemment parfaite, sont tombés à 4 000 en une semaine. Les photos soigneusement sélectionnées de vacances de luxe et d'achats de créateurs ressemblaient maintenant à des preuves de fraude. Les sections de commentaires se sont remplies de spéculations et de moqueries. Elle a rendu son compte privé, mais le mal était fait. Vanessa a pris un travail dans un grand magasin du centre commercial où elle faisait autrefois ses achats sans regarder les étiquettes de prix, pliant des vêtements pour $14 de l'heure, recevant des ordres de managers plus jeunes qu'elle. Restant debout pendant des journées de 8 heures qui la laissaient épuisée et amère. Elle a loué un studio dans un quartier de la ville dont elle se serait moquée 5 ans plus tôt, le genre d'endroit avec des murs fins, une plomberie douteuse et des voisins qui cumulaient plusieurs emplois juste pour survivre. Parfois, en faisant des courses dans son ancien quartier, elle voyait des femmes qu'elle connaissait, d'anciennes amies faisant du shopping avec leur mari, riant autour de déjeuners coûteux, vivant la vie qu'elle avait cru être la sienne pour toujours. Elle la regardait comme si elle était invisible, l'effaçant de leur monde aussi complètement que si elle n'avait jamais existé. Pendant ce temps, Derek Sutton restait porté disparu. La couverture médiatique avait été sporadique mais persistante. Jour 12 dans la recherche de l'investisseur immobilier disparu Derek Sutton. La police n'a trouvé aucun signe d'acte criminel, mais la famille et les amis décrivent sa disparition comme totalement inhabituelle. Sa Maserati noire a été découverte abandonnée sur un sentier de randonnée à 65 km de la ville, les clés toujours sur le contact, mais des recherches approfondies n'ont révélé aucune trace de Sutton lui-même. Vanessa a essayé d'appeler la police 2 fois, leur parlant de sa relation avec Derek, suggérant qu'ils enquêtent plus loin. Mais ils l'ont traitée pour ce qu'elle était, une femme éconduite cherchant à se rendre intéressante dans une affaire qui avait déjà consumé des centaines d'heures d'enquête. Nous suivons toutes les pistes, madame, lui a dit le détective Morrison avec dédain lors de leur deuxième conversation. Mais à moins que vous ayez des preuves spécifiques d'un acte criminel, il n'y a pas grand-chose de plus que nous puissions faire, a-t-il ajouté avec un détachement professionnel. Elle a essayé de me contacter 2 fois, une fois par email, une fois en se présentant au bureau de l'entreprise de ma mère. L'email est resté sans réponse, supprimé sans être lu. La visite au bureau s'est terminée avec la sécurité l'escortant hors du bâtiment après qu'elle soit devenue hystérique dans le hall, criant à la justice et à la trahison pendant que les cadres regardaient de derrière des portes vitrées. J'ai emménagé dans un modeste appartement de 2 chambres pendant que je cherchais une maison, quelque chose que je pouvais réellement me permettre avec mon propre argent. L'espace était petit mais honnête, mon nom sur le bail, mes meubles, mes choix. Catherine avait proposé de m'aider, mais je voulais reconstruire selon mes propres termes, prouver que je pouvais créer une vie basée sur la réalité plutôt que sur l'illusion. Au travail, ma promotion au poste de vice-président du développement est devenue officielle. Le titre était assorti de réelles responsabilités, de réelles réussites, d'un respect gagné par la compétence plutôt que par les liens familiaux. Ma mère m'a emmené dîner pour fêter ça, et nous avons trinqué avec du vin que j'avais acheté moi-même. Modeste, mais satisfaisant. Tu as géré ça parfaitement, a dit Catherine en levant son verre en signe d'approbation. Tu m'as bien appris, ai-je répondu avec reconnaissance. Aucun de nous n'a mentionné Derek. Aucun de nous n'en avait besoin. Certaines conversations existent en silence. Certaines vérités vivent mieux dans l'ombre. J'ai reçu un dernier SMS du nouveau numéro de Vanessa 3 semaines après la finalisation du divorce, j'espère que tu pourras en enfer pour ce que tu m'as fait. J'ai bloqué le numéro sans répondre. Puis je suis allé à mon placard et j'ai regardé une petite boîte en carton étiquetée d'assurance de ma propre écriture. À l'intérieur, le contrat de mariage avec sa signature négligente, le jugement de divorce lui accordant $500, et autre chose. Quelque chose que je n'aurais jamais besoin d'utiliser mais que je gardais au cas où quelqu'un poserait un jour les mauvaises questions.
La boîte est retournée sur l'étagère du haut, et j'ai fermé la porte du placard sur le passé. 6 mois après le divorce, j'ai construit une nouvelle vie selon mes propres termes, brique par brique honnête. Catherine a décidé de transférer la propriété à mon nom, un geste qui m'a surpris par son timing et sa générosité. Tu l'as mérité, a-t-elle dit simplement en me présentant le titre de propriété. Tu as tout géré avec plus de sagesse que je ne t'en créditais. Pour la première fois de ma vie, le manoir de 750 mètres carrés était réellement à moi, mon nom sur l'acte, mes choix reflétés dans chaque pièce que je décidais de garder ou de changer. L'indépendance était meilleure que n'importe quel luxe que je n'avais jamais vraiment possédé, même si le luxe demeurait. Le travail a prospéré sous le poids de véritables accomplissements. En tant que vice-président du développement, j'ai gagné le respect par la compétence plutôt que par le népotisme, et la satisfaction valait plus que toute richesse héritée. Je suis sorti avec des femmes de temps en temps et des rencontres prudentes et mesurées avec des femmes qui savaient dès la première conversation que, bien que je vive bien, je l'avais gagné moi-même. Celles qui sont restées étaient différentes de Vanessa de toutes les manières qui comptaient. Meilleure. La trajectoire de Vanessa avait été exactement l'opposé, une descente régulière dans la vie qu'elle avait autrefois méprisée. Elle travaillait toujours dans la vente au détail, pliant des vêtements et recevant des ordres de manager qui remarquaient à peine son existence. Son studio était un univers des sols en marbre et des lustres en cristal. Sa présence sur les réseaux sociaux avait diminué jusqu'à une quasi-invisibilité, son nombre d'abonnés étant inférieur à 1 millier d'inconnus. Je le savais parce que je vérifiais de temps en temps, non par amour ou par inquiétude, mais par curiosité clinique. Je voulais comprendre ce qui arrivait aux gens qui essayaient de prendre ce qui ne leur appartenait pas, qui construisaient leur bonheur sur des mensonges et le sentiment que tout leur était dû. Derek Sutton est resté officiellement une affaire classée. Sa famille avait organisé un service commémoratif il y a 4 mois, une cérémonie élégante au country club où il avait rencontré Vanessa. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. La police a conclu qu'il avait probablement été victime d'un acte criminel mais qu'il était d'abord parti volontairement, une théorie impliquant des dettes de jeu et des gens dangereux. C'était spéculatif. C'était faux. C'était aussi pratique. Je n'ai jamais plus eu de nouvelles de Dylan Murphy après cet unique SMS, propre. Sans trace. On est quitte. Certaines amitiés existent dans l'ombre. Certaines loyautés sont plus profondes que la loi. Parfois, tard le soir dans mon bureau à domicile, je me tenais devant le placard et regardais cette boîte en carton sur l'étagère du haut. À l'intérieur se trouvait une clé USB, cryptée et protégée par un mot de passe, contenant la seule preuve qui pourrait jamais me relier à la disparition de Derek, une assurance dont je n'aurais jamais besoin mais que je gardais quand même. Catherine est venue un soir au début du printemps, apportant du vin et un silence confortable. Nous nous sommes assis sur la grande terrasse surplombant les jardins entretenus. « Le regrettes-tu » demanda-t-elle doucement. L'avoir épousé. Oui. Y avoir mis fin comme je l'ai fait? Non, répondis-je honnêtement. Et l'autre chose, insista-t-elle gentiment. Quelle autre chose, répondis-je innocemment. Catherine hocha la tête, comprenant les conversations qui ne pouvaient être dites à voix haute. Elle connaissait son fils. Elle savait de quoi j'étais capable quand quelqu'un menaçait ce que j'estimais. Nous sommes restés assis dans un silence confortable, buvant du vin sous des étoiles qui semblaient les mêmes que l'on possède le manoir en dessous ou que l'on vive simplement dans son ombre. J'ai pensé à Vanessa, fauchée et seule, se demandant où son plan parfait avait mal tourné. J'ai pensé à Derek, dont le corps ne referait jamais surface. J'ai pensé à la justice et aux conséquences et au prix que les gens paient quand ils croient pouvoir voler la vie de quelqu'un d'autre. Et je n'ai rien ressenti. Pas de culpabilité, pas de triomphe, pas de regret, juste une clarté froide et vide. Les gens n'aiment que ce qu'ils pensent pouvoir vous prendre. Quand ils découvrent qu'il n'y a rien à prendre, ils vous montrent exactement qui ils ont toujours été sous leur beau masque. Et quand ils ne peuvent rien prendre du tout, ils disparaissent. La maison était enfin à moi, et cela faisait toute la différence. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez, ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous, et lançons la conversation. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou si vous n'êtes tout simplement pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte des histoires fraîches et captivantes tous les jours,
alors cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.